Salut à tous les amis, c'est Anto et comme vous voyez, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. J'ai Filmovie qui est avec moi. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Ça va, Anto? Bah ouais, ça va super. Franchement, merci de m'accompagner. Tu nous as déjà accompagnés sur la chaîne pour tous les lives des Galactics. T'as même été beaucoup plus présent que moi pour le coup. Et même que Mathieu, je pense. C'était peut-être principal de l'événement. C'était un grand Bon, plaisir, mais vendredi, j'étais pas présent et toi, t'étais pas présent samedi. Donc au final, on a dû faire quasiment la même chose tous les deux. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce Mais que tu c'était peux un grand peut-être plaisir. tu peux peut-être te Pardon, présenter excuse-moi. pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah écoutez, je m'appelle Filmvi. Je fais des lives sur Twitch et sur YouTube et je fais des vidéos YouTube sur Star Wars Unlimited. Et je live tous les jours sur Star Wars Unlimited. Donc j'ai démarré le TCG par Star Wars Unlimited et voilà, depuis, c'est l'amour fou. Franchement, allez voir les gars, c'est super intéressant. Il est toujours au fait de la méta. Il est toujours en train de parler des nouveaux decks, des différents résultats de tournois, etc. De tester des decks aussi en live. C'est super intéressant, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Franchement, c'est très cool. Et je suis vraiment content de t'avoir avec moi aujourd'hui. C'est très chouette. Merci à toi. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon, eh bien, on va se lancer tout de suite après le petit générique habituel. C'est parti. Allez, let's go. Ok les amis, on y va. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler des Galactics justement et des différentes annonces qui ont été faites. On va revenir évidemment sur la méta du tournoi et sur les decks qui se sont vraiment détachés principalement lors du jour 3. On va revenir plus en détail sur le top 8 tout à l'heure justement, mais on va commencer d'abord par parler des quelques annonces qui ont été faites pendant cet événement. C'est évidemment le meilleur moment pour FFG de nous balancer des énormes bombes, et c'est ce qu'ils ont fait avec notamment le reveal du prochain set, dont on connaissait déjà le nom. On savait que ça serait Secret of Power, mais on ne savait pas du tout de quoi ça allait parler. Alors on va pas revenir en détail maintenant avec Filmovie sur le contenu de ce set, parce que Mathieu vous a déjà fait une vidéo il y a 2 jours, donc n'hésitez pas à aller la regarder, mais sachez que vous pouvez avoir toutes les infos dans la vidéo de Mathieu ou directement sur le site de Star Wars Unlimited. Voilà, je vous passe très rapidement quelques petites cartes, mais vous aurez plus de détails sur la vidéo de Mathieu. Mais par contre, ce qui peut être intéressant à ajouter, c'est que les autres sets, donc les 3 prochains sets, ont également été dévoilés. Donc après Secret of Power, il y aura encore 3 autres sets au minimum. Alors évidemment, on espère tous que ça va durer beaucoup plus longtemps que ça. Mais en tout cas, on voit Lawless Time, qui, je sais pas toi, hein, Filmo, si tu me permets de t'appeler Filmo. Oh non! Oh non, ça va rester. Tu sais que dans mon chat, du coup, il y en a qui m'appellent Filmo maintenant. Yes. Yes. Faites pas ça, je vous en supplie. Pour l'anecdote, je l'ai appelé comme ça pendant le live et c'est resté. Non mais j'allais dire, je sais pas toi, mais moi ça me fait énormément penser au deuxième set à Ombre de la Galaxie. Alors Oui. on connaît rien à part le titre et le logo des 3 sets suivants, hein, mais en tout cas ça me fait penser quand même beaucoup à ça. Ouais, ça fait penser à... Bah, de toute façon, Lawless Time, c'est vraiment le sans foi ni loi un peu, là, Ouais. c'est vraiment le moment des contrebandiers, les chasseurs de primes, tous ceux qui... En fait, pas forcément la rébellion, mais tous ceux qui vont quand même se frayer un chemin à travers les lois de l'Empire, et je pense que ça fait vraiment référence à ça, ouais. Ouais, clairement, les decks pègres vont encore avoir du support. Alors heureusement, Cat Bane ne sera plus présent à ce moment-là, mais il y aura sûrement d'autres trucs qui vont pouvoir, d'autres leaders pègres qui vont pouvoir réémerger. En tout cas, je l'espère. Ashes of the Empire, ça me fait penser plutôt à la période Premier Ordre et Résistance, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et aussi la période autour de la série Mandalorian qui se passe au balbutiement justement de tout ça. Et... Oui, probablement qu'on pourrait voir apparaître même un peu l'histoire de Luke, de l'après-chute de l'étoile de la mort. Ouais. Pourquoi pas aussi avoir un peu cet aspect-là? Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une période de 30 ans, je crois, dans le canon, entre l'épisode 6 et 7, il me semble. Hein, Oui, je dis peut-être une bêtise. Donc c'est vrai qu'il y a... C'est une longue période quand même qu'il y a moyen d'exploiter. Alors je connais pas tout l'univers, que ce soit en comics ou même en roman, qui a exploité cette période-là. J'avoue que je m'y connais pas trop. Mais je suppose qu'il y a beaucoup de contenu qu'ils pourraient utiliser pour le TCG. Donc on verra. Ouais, probablement qu'ils vont... encore une fois, utiliser le légende ou le non-canon pour étendre leur jeu. Mais ce qui est très cool, franchement. Ça... Moi, j'ai découvert des choses parce que je suis pas non plus... je connais pas très connaisseur du légende, mais c'est hyper intéressant. Ouais,
complètement. Et le dernier, c'est Homeworlds. C'est probablement celui qui m'intrigue le plus parce ça nous donne pas beaucoup d'informations. La seule chose qu'on peut voir, c'est de la verdure, une sorte de jungle ou de forêt en bas du logo, si vous faites attention. Donc pourquoi pas un set très orienté sur les créatures ou sur les mondes un peu sauvages, à voir. Ouais, j'ai des gens qui m'avaient fait penser aux Ewoks, Ouais. notamment. Voilà, ce genre de civilisation un petit peu pas très développée ou un peu étrange, un peu naturelle. Ouais, Bon, voilà. les Gungans peut-être aussi. Un leader Gungan, éventuellement. Oui, c'est vrai. Ceci dit, c'était une civilisation très développée, les Gungans. Hein, enfin, ils étaient très avancés technologiquement, donc je suis pas sûr que Homeworld puisse faire référence à ça. Mais enfin, moi, c'est la sensation que j'en ai. C'est Homeworld avec ces couleurs-là, etc. J'ai eu l'impression que ça allait plutôt parler des civilisations un peu moins, un peu moins développées. Je suis d'accord. Ensuite, on va revenir sur la saison 1, parce que là, si vous ne le savez pas, on vient de terminer la saison 0 avec ces Galactics, donc on n'était pas encore dans le dur du compétitif de Star Wars Unlimited. À la fois, les joueurs découvrent le jeu, parce que le jeu est assez récent, mais les organisateurs aussi, finalement. Il fallait un peu qu'ils voient à quel point il y avait de l'engouement, à quel point le cercle compétitif se formait à travers le monde, et maintenant, cette saison 0, qui était un peu un crash test, va permettre d'amener vers la saison 1, avec pas mal de choses que tu as à dire, toi, Phil Movie, parce que tu étais vraiment l'expert de la saison 1 pendant le live. Donc, je te laisse nous expliquer tout. C'est vrai qu'à partir de l'annonce, je me suis mis à l'expliquer plusieurs fois. Mais du coup, je connais bien ce tableau. Effectivement, donc la saison 1 qui va démarrer en août, là, dans ces quelques jours. Les premiers PQ que vous allez faire à partir du 7-5, là, vont compter pour la saison 1. Et il se trouve qu'ils vont augmenter le nombre déjà de bases de PQ, de secteurs, de régionaux. Là, on le voit avec ce tableau. Donc 3 régionaux dans l'année, 9 secteurs, 510 PQ, pardon. Du coup, ça revient à, en gros 70 PQ par set, 3 secteurs qualifiers par set et un Regional Championship par set. Bon, le nom Championship, j'ai pas très bien compris pourquoi c'était devenu un Regional Championship et pas un Regional Qualifier, mais à mon avis, je pense que c'est pour différencier, j'imagine, secteurs et régionaux, parce que dans les faits, sur le set précédent, il se passait plus ou moins à la même période, et je pense que beaucoup de gens avaient du mal à différencier les deux et à comprendre lequel était plus important que l'autre. Donc j'imagine qu'ils ont un peu séparé les deux noms. Enfin, différencier les deux noms, pardon, pour pouvoir marquer un peu plus la différence. Je pense, j'imagine. Et tu m'as fait remarquer d'ailleurs que il y en aurait visiblement à chaque set, ce qui n'était pas assuré du tout. Franchement, en tout cas, dans mon cercle de joueurs, on se posait beaucoup la question et on avait l'impression que le calendrier de tournoi était déjà tellement chargé sur le set précédent qu'ils n'allaient pas le charger autant toute l'année. Finalement, si. Mais FFG nous a expliqué pendant les Galactics que c'était un peu une volonté de leur part de pas forcément remplir leur tournoi, mais en tout cas que tout le monde puisse avoir sans trop de difficultés accès à des plus ou moins gros tournois tout au long de l'année. Ce qui est une chouette politique, je trouve. Je suis tout à fait d'accord, c'est très chouette. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce que, bon, en France, on a la chance d'en avoir quand même un certain nombre, mais mine de rien, bon, aux États-Unis, c'est un peu particulier, c'est vraiment une culture du déplacement, etc. pour ces événements, mais en France, personne de Paris va faire les PQ du Sud. Et au Sud, on a remarqué quand même qu'il y en a moins qu'autour de Paris. Et ben là, en fait, leur idée, c'est d'en mettre beaucoup plus un peu partout dans le monde, histoire que tout le monde ait suffisamment accès au PQ. Et on va y venir juste après. C'est aussi pour une raison, ils n'ont pas forcément dit comme ça, mais à mon avis, ça se justifie avec le tableau suivant. Juste avant de passer au tableau suivant, on va juste checker la première ligne du tableau de droite de cette image, où on voit que le format est un invite only. Désolé pour l'anglais, mais en gros, le Galactic Championship ne sera accessible que sur invitation, donc il va falloir gagner sa place pour aller à l'événement du championnat galactique. C'est ça, contrairement à cette saison-ci où les gens pouvaient s'inscrire librement, en fait, pour participer au premier jour. Il y avait un bail pour le J2 pour tous les vainqueurs de PQ cette année, et effectivement, il y avait un J1, le vendredi était un J1, un grand tournoi qui a accueilli 1900 joueurs et qui permettait de se qualifier pour le J2.
C'est ça, ouais, tout à fait. Eh bien, par contre, à partir de la saison prochaine, enfin en tout cas du prochain Galactix, il ne sera plus possible de s'inscrire librement, si je ne dis pas de bêtises, mais uniquement donc pouvoir être qualifié, en fait c'est même plus une inscription, c'est obtenir sa qualification, grâce à un système de points. Tu peux peut-être nous l'expliquer aussi? Ouais, bien sûr. En fait, donc tu l'as très bien dit, c'est un système de points désormais. Donc là, on va voir la répartition en fonction de notre résultat sur un PQ, un secteur ou un régional. Et l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'il faut gagner 100 points au cours de l'année pour se qualifier au J1 des Galactiques. Et juste avant de continuer sur les points, le vendredi sera toujours un événement pour les Galactic Championship, mais sera un événement spécial de qualification de dernière minute. En gros, Last Chance, ils ont appelé ça Last Chance Qualifier Event. Où tu peux aller grappiller quelques points, quoi, en gros. Exactement, tu peux essayer de faire une performance lors de ce tournoi pour avoir suffisamment de points pour te qualifier, donc pour le J1 des Galactiques. Ok. Et donc, quelque part, on retrouve un petit peu la même base qu'en saison 0, c'est-à-dire 100 points pour se qualifier. Bon, bah, t'es champion d'un PQ, t'as 100 points, ça y est, t'es qualifié. T'as gagné ta qualification. Et après, derrière, on voit que les points chutent énormément. Si t'es finaliste d'un PQ, tu gagnes que 35 points. Top 4, 25 et top 8 que 15. Donc, il va falloir faire quand même un paquet de PQ et notamment de top 8 pour se qualifier. Personnellement, j'avais 0 points si on compte comme ça, donc alors que j'ai fait une dizaine de PQ dans l'année. Bon, bah voilà, je suis un joueur pas excellent, qui est plutôt bon mais pas excellent. Bah écoutez, j'ai jamais fait top 8 et bah moi je reste à la maison et je vais continuer de commenter de chez moi. Mais il en faut, on a besoin de bons commentateurs comme toi, donc c'est vrai. Non mais en vrai, par contre, sans rire, c'est vrai que ça va être très compliqué en vrai. Alors. La chance qu'on a, c'est quand même qu'il y a énormément d'événements, comme on l'a vu juste avant, notamment les PQ, mais pas que. Il y a aussi les régionaux et les sectors qui vont permettre d'aller choper des points. Mais il va quand même falloir être bon déjà, parce que atteindre un top 8 d'un PQ, c'est pas forcément facile déjà. Mais en plus de ça, imaginez, il faut atteindre le top 8 de quasiment 7-8 PQ pour pouvoir être qualifié. Donc c'est vraiment compliqué. Personnellement, j'avais 40 points du coup si on regarde, ce qui était largement pas suffisant. C'est quand même pas mal, hein. Ben ouais, franchement j'étais déjà content d'avoir réussi à avoir ça, mais c'est clairement pas suffisant. Donc en gros il faut que vous preniez une année à l'avance et que vous travaillez énormément à la fois vos match-up mais aussi les tournois, essayez de participer à un maximum de tournois et là vous aurez peut-être une petite chance, sachant que info importante, le prochain Galactic se déroulera à nouveau à Vegas, donc ça il faut évidemment en tenir compte parce que c'est quand même loin de chez nous, c'est clairement pas gratuit et clairement pas donné d'y aller, donc ça il faut en tenir compte. Ceci dit, donc c'est Las Vegas, mais on a déjà les dates en plus, donc quelque part vous pouvez déjà prendre vos billets, c'est du 24 au 26 juillet. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc 24 le vendredi, le Last Chance Qualifier. Et truc important, enfin, il y en a beaucoup qui se posaient la question lors du live, à quoi allait servir le système de points si à partir de 100 points de toute façon vous êtes qualifié. En fait, ça permet simplement d'avoir un leaderboard mondial et de voir au long de l'année qui sont les meilleurs joueurs. En gros. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au secteur et aux régionaux, on va gagner aussi beaucoup plus que 100 points pour la performance en top 8 notamment. On a déjà 100 et plus. Ça permet d'alimenter ce leaderboard et de vraiment se rendre compte de qui sont les meilleurs joueurs du monde. C'est ça, ouais. On imagine, c'est pas sûr, hein, mais on imagine qu'il y aura des lots pour les meilleurs joueurs du monde. On espère. Alors, en tout cas. D'ailleurs, il y a déjà des gros lots, si je peux me permettre. Il y a déjà un très gros lot. C'est pour le top 32. On s'est déjà annoncé. Le voyage et l'hôtel seront payés par FFG pour les 32 meilleurs joueurs. Le top 32 du leaderboard. D'accord, ok. Et est-ce qu'on sait si les champions de secteur et de régionaux sont vont d'office recevoir le voyage gratuit comme ça avait été le cas la dernière fois ou... Ouais, j'ai pas encore l'info. J'ai pas encore l'info. Non, je sais pas. De toute façon, s'ils sont champions, ils seront déjà forcément très haut dans le leaderboard. Ouais, je pense que déjà, si tu arrives à être champion régional, bon, bah, à mon avis, il y a des chances que tu aies gagné déjà des PQ avant. Ouais, c'est clair. Mais même pour les secteurs, les points à gagner en plus sont tellement énormes qu'il y a des chances que tu te retrouves dans le top 32. Il n'y a que 3 régionaux. Donc, au maximum, tu gagnes les 3, tu gagnes 1200 points. Bon, il va falloir farmer pas mal de PQ à être vainqueur pour être. Ouais, c'est clair. Enfin, en gagner 12, quoi. Timothée, qui est monstrueux, Yukunu Junior, pardon, qui est monstrueux, il en a gagné 4. Donc,
Et hors tous les top 8, etc., bon, il a 400 points. Bah, c'est le vainqueur du régional, il est déjà devant lui, on va dire. Ouais, c'est ça, à peu près, quoi. Ouais, clairement. Et Voilà, autre info, dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'ils ont annoncé qu'au Galactics, il n'y aurait pas que du construit la prochaine fois. C'est une des grosses nouvelles également, c'est que même pour le jeu organisé en général, hein, c'est pas que pour le Galactics, le jeu limité, donc le scellé et le draft, seront joués en PQ, potentiellement en secteur et en régionaux, ça on n'a pas encore les détails, mais en tout cas il y aura des PQ qui sont organisés en scellé et en limité, pardon. Donc ça après à voir avec les organisateurs pour le format exact. On pense à Thionville qui sera un des premiers PQ français qui inclut le jeu limité. Ok. Et pour l'instant, on n'a pas le format exact, d'accord, voilà, ok. Donc on ne sait pas si c'est 100% limité ou si c'est, j'en sais rien, si une part de console. Non, c'est pas encore. D'accord. Ça peut s'orienter vers les rondes sont en scellé et le top 8 est en draft. D'accord. Ça peut s'orienter. Voilà, à date, j'ai pas encore l'info exacte, donc je préfère pas m'avancer de trop. Prenez pas ça pour argent comptant. Par contre, ce que vous pouvez prendre pour argent comptant, c'est au Galactics, il y aura du limité aussi. Ouais, ça, on ne sait pas encore sous quel format, hein, on ne sait pas à quel point c'est des rondes en construit, puis en limité, enfin en scellé, puis de la draft, etc. On ne connaît pas exactement le truc, mais en tout cas, il y en aura. Pour être champion galactique, il va falloir être bon en construit et en scellé ou en draft. Voilà, ça sera obligatoire. Ce qui est... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est des disciplines en plus super différentes. Hein. Personnellement, je suis pas très bon en scellé. En construit, ça va, je me défends, mais en scellé, je suis plutôt mauvais. Donc là, ça va vraiment récompenser les joueurs qui sont ultra polyvalents et qui ont un peu de chance. Hein. Ça, il faut le dire quand même, avec les formats limités. Si t'as la poisse du tirage... Pour le coup, ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est tout à fait vrai en scellé. Ouais. C'est beaucoup moins vrai en draft. Oui. En draft, il y a une vraie compétence de la draft. Tu peux être même un joueur moyen au jeu si tu es très bon en draft, parce que tu es un bon drafteur, parce que tu as vraiment les mécaniques qu'il faut et tu sais quelle carte prendre à quel moment. Les qualités que je n'ai pas. Tu peux te retrouver avec un deck monstrueux. D'ailleurs, si je peux le dire, on a fait une draft sur ma chaîne et mon comparse Guillaume qui est souvent avec moi. non, mais c'était pas pour ça, mais en tout cas, j'ai eu l'expérience et du coup, je peux en parler. On a fait une draft sur ma chaîne et Guillaume, qui est souvent avec moi sur ma chaîne, a monté probablement le meilleur deck d'entre nous et c'était le moins bon joueur, ou en tout cas celui qui a le moins d'expérience entre nous, et pourtant il a fait deuxième. Deuxième sur 6, parce qu'il s'est retrouvé avec le meilleur deck, parce qu'on n'a pas trop fait attention, ou parce que lui a réussi à avoir pile les couleurs que personne ne prenait. Enfin, vous voyez ce genre de détails que voilà, moi j'ai pas forcément anticipé. Donc oui, il va falloir être bon en draft, ça c'est sûr. En scellé, c'est un peu plus au bonheur, la chance et aux cartes que tu tires. Clairement. Mais voilà. Ensuite, on va revenir un peu plus en détail donc, sur les 3 jours des Galactics. Dans un premier temps, l'idée, ça va être de voir quels sont les meilleurs decks, en tout cas les decks les plus présents dans le cas du premier jour. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a une énorme dominance de Han Solo du set 2. Donc il y a 298 Han Solo bleu du set 2 et vous pouvez ajouter une petite centaine de plus en vert. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il y ait un peu plus de vert que ça, enfin je veux dire proportionnellement par rapport au bleu. Mais ça je crois que c'est parce que je préfère le vert, donc c'est le cœur qui parle. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Qu'il y a énormément de Dark Vador, de Talzin aussi, des Cad Bane, des Kylo Ren, de la Sabine, de l'Anakin, Quinlan, Kira. Tout ça est pas super étonnant en vrai, hein. On s'y attendait un petit peu. Ouais, tout à fait, ce sont les leaders qui étaient les plus forts dès le début de la sortie du 7.5. On savait que ça allait être des leaders qui allaient pouvoir performer au Galactic, donc forcément tu te ramènes un petit peu avec ces decks-là. Dark Vador, beaucoup de présence de Dark Vador JTL, parce que on sait qu'il va y avoir une méta orientée vers le terrestre, avec le jeton force, avec la force, etc. Et donc Dark Vador était un petit peu le choix du j'évite ce combat-là et j'essaye d'aller plus vite dans l'espace. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et on verra après, hein, mais il n'y a pas tant de Dark Vador qui ont réussi à aller très très loin finalement dans le tournoi. On verra ça juste après. Il y a encore du Boba Fett, évidemment, Data Vault, même si je m'attendais à en voir beaucoup plus parce qu'il était ultra présent sur la fin de la saison précédente. Du Guerre Saxon, du Yoda. Yoda, je pense que c'est beaucoup de joueurs qui ont voulu tenter le combo Yoda-Rey, donc le fait de piocher Rey avec l'effet de Yoda. Ce qui marche pas trop mal, mais il faut un petit peu de chance quand même.
du Kylo Ren Data Vault, encore du Boba en jaune. Malgré l'absence de Triple Dark Red, il y a quand même des incorruptibles qui continuent à essayer de le jouer en jaune. Pourquoi pas. Gar Saxon jaune, du Palpa. Palpa qui était un des leaders les plus présents au début du jeu et maintenant qui disparaît peu à peu quand même au profit de Kira pendant tout un temps en tout cas. Du Obi-Wan qui... Là aussi je suis étonné, hein, pour le coup seulement 17 Obi-Wan alors que beaucoup de gens avaient l'air de dire que ça allait être le meilleur leader du set ou en tout cas un des meilleurs. Ben, il n'y en a pas tant que ça au final. Ça a été vrai pour Obi-Wan, ça a été vrai au début, assez rapidement. On s'est dit, waouh, mais en fait, c'est trop fort. Ouais. Et en plus, là, c'est avec Vengeance Temple. Bon, pareil, c'est avec la base à 25 HP où tu vas générer la force qu'une seule fois par tour maximum. Ouais. Alors, personnellement, j'avais mis beaucoup de doutes sur l'utilisation de Vengeance Temple. Je pense qu'il aurait été mieux quand même avec la base à 28. Mais effectivement, Obi-Wan, en fait, on s'est rendu compte. Ça a été build très vite par les joueurs parce que ça a été très vite le leader qui a été repéré par les joueurs comme étant un truc qui pourrait être monstrueux. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu trop lent et dans la méta qui se dessinait notamment avec Anne de bleu et Anne de vert, bah, ça allait pas suffisamment vite, c'était pas assez, ça prenait pas assez d'ampleur. Donc, bah, c'est vrai qu'il y en a que 17, on pourrait s'attendre à un petit peu plus, mais moi, ça m'étonne pas tant, parce qu'à l'orée du Galactique, on le savait qu'Obi-Wan n'allait pas être performant. Et puis le leader en lui-même, lorsqu'il est déployé, est un peu faible, hein, il faut le dire quand même, c'est une 3-6, donc ça se gère assez rapidement, donc il va pas rester longtemps sur le terrain la plupart du temps. Donc voilà. Du Kylo double rouge, il y en a toujours, ok. Et Amiral Piet pour finir. Je m'attendais aussi à voir plus d'Amiral Piet, parce qu'il y a quand même une liste Amiral Piet droïde qui tourne depuis quelques semaines et qui fonctionne vraiment plutôt pas mal. Donc je pensais qu'il y aurait plus de personnes qui le joueraient, mais non, pas tant que ça finalement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi pour Piet et je me suis fait la même réflexion pour Gar Saxon jaune. Vraiment une liste qui peut être aussi, et même, ceci dit, Gar Saxon ECL fonctionne très très bien, grâce à Vador notamment, exactement, grâce à Vador du 7.5. Mais d'ailleurs, on pourra en parler un tout petit peu après de ce Vador du 7.5, juste une petite aparté. Mais bref, Gar Saxon qui avait l'air d'être aussi un leader qui pouvait être très performant, plus que Obi-Wan, hein, pour le coup. Moi, je m'attendais vraiment à avoir plus de Gar Saxon que ça. Ouais, complètement. Ensuite, si on passe au J2, là on voit déjà le premier écrémage qui a été fait. Il y a énormément de Han Solo qui sont tombés au combat. Donc si on regarde le nombre de Han Solo au début, donc on avait 298 Han Solo pour une représentation de 15,5%. Et si on ajoute les 5,5% des Han Solo verts, donc on arrivait à une vingtaine de pourcents, 21% de Han Solo. Ici au J2, il reste 23% de Han Solo bleu. Ce qui, comme tu me l'expliquais en off, il y a beaucoup de Han Solo qui ont été éliminés, mais par contre, proportionnellement, il y en a quand même beaucoup qui sont restés, en termes de proportion pure. Oui, en proportion pure, oui. Et pour le Han Solo vert, par contre, là, il y a quand même pas mal de pertes. Attends, je repasse sur le Han Solo vert du J1. Solo, il est à 5,5. Donc on était à 5,5 et là on est tombé à 3,9. Ouais, et seulement 10 Han Solo. Donc il y a 90% des Han Solo verts qui ont été éliminés. Han Solo vert qui a plutôt sous-performé, alors que Han Solo bleu en fait a plutôt été performant, justement. Si ensuite pour tous les decks qui passent au J2 il y a 23%, donc il a eu une augmentation de présence en proportion. C'est que quand même globalement Han Solo bleu a été très performant. Il en reste que 59, mais évidemment avec un 300 de départ, on a l'impression que c'est une chute énorme. Mais en fait, si tu prends les pourcentages, c'est en fait une très bonne augmentation. Pour Sabine, je crois que c'est un peu la même chose. Elle a fait une énorme augmentation de présence. Sabine, on avait Sabine 76. est présente tu vois. Ouais, 76. Elle est à 3,9% et elle gagne 3%. Enfin, quasiment, pardon. Elle gagne 2%, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et Talzin, 6,9% et 5,5% à la fin. Donc ouais, il y en a quand même beaucoup qui ont été éliminés aussi. Hein. Ouais, c'est plutôt la chute Mother Talzin. Ça a moins performé au J1. Et de mon côté, au niveau de l'analyse que j'en fais, c'est que Han Solo 2 est un leader qui est un peu plus facile à jouer que Mother Talzin. Et au J1, on se retrouve quand même majoritairement avec des joueurs, je
surtout, je serais pas passé J2, je pense. Hein, donc, je dis jamais que les gens sont nuls. Hein. Mais bon, forcément, par rapport au très haut niveau, voilà, c'est pas le très haut niveau encore, puisqu'ils n'ont pas réussi à être qualifiés. Et quand même, hein, faut remettre. Vu que c'était de l'inscription libre, il y a plein de gens qui ont voulu tenter leur chance sans avoir forcément fait des énormes performances par le passé. Et effectivement, Han Solo, Bleu et Mertalzin, c'était un peu les deux decks qu'on voyait le plus tourner en ligne, en tout cas. Il y en avait d'autres, mais c'était quand même beaucoup ces deux-là, et donc beaucoup de gens qui connaissaient peut-être un peu moins le jeu ont décidé de se lancer sur ceux-là pour au final se casser les dents lors du premier jour et être éliminés. Pour Mertalzin, ça a été un peu le cas, Pour Mertalzin, clairement, ça a été le cas. La chute est un peu rude. Dark Vador aussi, mine de rien, la chute est un peu rude. Très bon exemple, le Vador. Hein. Elle est même très rude pour le Vador. Parce qu'on avait 137 et là, il est vraiment descendu à 11 à peine. Il passe de 7,1% de représentation à 4,3 au J2. Qui passe au J2, hein, encore une fois. Donc c'est une très grosse chute pour Dark Vador. C'est un peu la même chose, mais probablement qu'ils ont rencontré souvent des Han Solo ou les Sabine, etc. Peut-être que les match-ups aussi n'ont pas été favorables pour Dark Vador, mais globalement, on peut aussi se dire que ce sont des pilotes qui sont un peu moins performants ou qui savent pas forcément optimiser correctement leur play. Voilà. En plus, tu étais là, Anto, sur les premiers matchs quand on a commenté. Et en fait, les premières rondes, clairement, on voyait souvent des petites erreurs, des erreurs d'inattention, des erreurs d'ordre de play. Alors que, nous, on avait les cartes en main des joueurs, mais on comprenait pas le sens de leur move parce que même sans connaître la main adverse, on se dit mince, il a raté un truc là. Clairement. Donc voilà, il y avait quand même un niveau, en tout cas bien inférieur au J2. Ouais, ça clairement, ça se voyait vraiment sur le live. Maintenant, ça peut aussi s'expliquer par la pression du fait d'être filmé. Hein. Tu peux faire plus d'erreurs et la pression du tournoi, mais quand même, il y avait des fois des erreurs qui étaient un peu étonnantes, on va dire. Et pour le Vador, je voudrais ajouter que c'est quand même, à mon sens, le deck budget par excellence. Je pense qu'il n'y a pas d'autres decks qui coûtent aussi peu cher et qui sont aussi performants. Et donc, il y a certainement aussi beaucoup de joueurs avec un budget moindre et une collection un peu moindre qui ont voulu se lancer dans le tournoi, qui ne savaient pas trop quoi jouer et qui se sont dit, Vador, ça coûte pas très cher à monter, donc on va monter Vador. En tout cas, je me dis qu'il y a une part des joueurs qui ont pensé comme ça. Je me trompe. Oui, c'est possible. Non, c'est possible. Je sais que Quinlan Voss n'est pas si cher que ça à monter, à part les Faucons Millennium. Oui, c'est vrai. Quinlan, c'est pas très cher parce qu'il n'y a pas de légendaire. Hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le Quinlan, il y avait 53 Quinlan, 2,8% et... Il est remonté. Ouais, lui, il est remonté. Bonne performance des Quinlan et bonne conversion. Certainement des excellents joueurs qui ont l'habitude de le jouer depuis le début et qui se sont pas fait éliminer, j'imagine. En tout cas, je pense que c'est bien qu'on ait pris le temps de parler un peu de ça, de la conversion du J1 au J2, parce que c'est ce qui va représenter un peu plus la méta générale du monde, et de quand vous allez jouer un Showdown, quand vous allez jouer un Weekly, quand vous allez jouer même un PQ. Au final, ça ressemble beaucoup plus à une méta de PQ qu'à une méta de Galactique, et on va en parler après. Exactement. Et là, on va pouvoir passer au jour 3. Et d'abord, avant de passer au jour 3, je voulais attirer votre attention sur les deux Kylo Ren qui sont au fond de tableau. Vous les voyez, ils sont tous les deux en vert, pardon. Soit ECL, soit Data Vault. Et bien, si on passe au J3, pouf, il y a un Kylo Ren, mais il est plus du tout vert. C'est le Kylo Ren Tarkin Town qui est sorti, mais complètement de nulle part au moment des Galactics. Personne ne s'attendait à voir ça. À la limite en rouge, ok, mais en rouge basse force, mais en Tarkin Town, je crois que personne n'aurait misé une pièce là-dessus. C'était la grosse surprise que nous ont réservé les Bota Network. Hein. C'est un deck qui a été monté par l'équipe des Bota Network et d'ailleurs grosse surprise parce que quand même, donc ils sont arrivés au J2. Alors je sais plus combien il y en avait au départ du J2, mais en tout cas ils se sont retrouvés à être 6 quand même au J3. C'est pas n'importe quoi, hein. Ils sont vraiment arrivés en force avec un deck qui était là pour abattre. C'est ça, pour abattre l'ennemi, mais encore plus que le Quinlan ECL et le Quinlan Data Vault, quoi. Ah, complètement. Quinlan, pardon, Kylo. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais juste avant, je trouve que ce Kylo Tarkin Town est le parfait exemple du deck qui, dans la méta du Galactics, était super fort, mais qui va pas forcément performer dans les autres tournois ensuite. Parce qu'il aura plus l'effet de surprise qu'on a pu avoir ici. Parce que franchement, je me mets à la place des joueurs du Galactics. Si tu tombes face à un Kylo Tarkin Town, tu n'as aucune idée de ce qu'il va faire.
et était complètement perdu. En tout cas, j'imagine. Et là maintenant, tout le monde le connaît, le deck, tout le monde sait comment l'appréhender. Il y a notamment une carte que je vais vous afficher tout de suite qui permet complètement de contrer ce Kylo Ren, c'est le parlementaire, je sais plus exactement son nom, vous le voyez à l'écran en ce moment, qui permet de remettre toute la défausse de l'adversaire dans son deck. Et à partir du moment où ce Kylo Ren bien précis n'a plus de défausse, ben, il est foutu en fait, il peut pas gagner. Tout simplement parce que c'est vraiment un deck qui a été pensé pour sortir le leader et one-shot la base avec des attaques monstrueuses à, je sais pas moi, 12, 14 points d'attaque d'un coup, que tu peux même faire 2 fois en jouant un amiral Motti que tu sacrifies, enfin... C'est une dinguerie le truc. On le verra plus en détail d'ailleurs juste après, on vous montrera la decklist et Filmovie a fait une analyse sur sa chaîne très intéressante qui sort dans quelques jours je pense, au moment en tout cas où on tourne cette vidéo. Je sais pas si à quel moment toi tu vas poster cette vidéo, à quel moment vous allez la poster, mais a priori elle est déjà en ligne sur ma chaîne. Ok, bah, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'il a vraiment analysé super en détail, c'est hyper intéressant à regarder. C'est quelque chose que tu avais tourné en live, hein. C'est pour ça que je l'ai déjà vu, mais voilà. Et on reviendra rapidement sur la liste juste après. Il y a encore des Talzin hein, qui sont tombés au combat, énormément de Han Solo qui ont été éliminés à nouveau. Donc là on passe de combien de Han Solo pour Et là le J2 c'est ça qui était important. Évidemment, il n'y avait pas que 23%. Enfin, 23%, c'est le nombre qui passe de l'autre côté. Mais par contre, on n'a pas, je sais pas d'ailleurs si tu pourras afficher le pourcentage de représentation au début du J2. Un truc important qu'on doit avoir pendant ces galactiques, justement, et c'est pour ça que c'était intéressant de regarder ce qui s'est passé au J1 et combien de decks sont passés au J2, c'est qu'au début du J2, on a 130 Han Solo bleus, donc pour une représentation de 23% au global, et quand on passe au J3, et à la représentation au J3, on voit que ça a chuté énormément. C'est à nouveau repassé à 16%. Donc Han Solo bleu, c'était fort, notamment on l'a vu du J1 au J2, hein, clairement, mais par contre, face au deck et aux meilleurs joueurs du monde et aux gens qui sont arrivés pour se battre contre Han Solo bleu parce qu'on savait que Han Solo bleu allait être un des decks les plus performants de la méta, tous ceux qui se sont préparés ont réussi à lui mettre un coup dedans et clairement ont éliminé la majorité des Han Solo. Enfin, il y en avait 130 au départ, il n'y en a plus que 12, mais ça représente plus que 16% au lieu de 23%. Donc c'est quand même une très grosse baisse de performance, hein. Il a clairement sous-performé. Ben, ça s'explique notamment par les 3 decks Tarkin Town qui sont quand même assez haut classés ici. Tarkin Town, c'est un énorme ennemi pour Han Solo. Donc voilà. On sait que Tarkinton était un ennemi pour Han Solo et même Mother Talzin avait plutôt tendance à être un bon choix contre Han Solo bleu. Donc forcément, t'as Han Solo et Sabine qui a, mine de rien, on peut le noter aussi, hein, Sabine qui est toujours au top en fait. Sabine toujours au top. On commence à la rien gagner, elle est toujours là pourtant. Oh, mais du début à la fin, elle sera là, elle va nous suivre jusqu'au bout. Mais sinon, on voit Kylo Ren Tarkinton, Quinlan Tarkinton, Mother Talzin, Cad Bane Tarkinton. Vraiment, clairement, tous les counters de Han Solo sont plus ou moins passés, juste en éliminant des Han Solo très certainement. Donc, au passage. Bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait en dire. Et ce qui était important de dire par rapport à Han Solo bleu, et encore une fois, qui fait écho à notre Kylo Ren Tarkinton qui était construit pour la méta du Galactique, et c'est vraiment une méta qu'il faut bien prendre en compte, qui est vraiment qui existe que au travers du Galactique et qui sera probablement très différente sur vos PQ, sur vos showdowns, etc. Exactement. Et voilà, je sais plus, je crois que j'ai pas fini ma phrase, mais vous avez compris ce que je voulais dire. On a compris, t'inquiète. Et dernier petit truc que je voulais ajouter sur ce tableau, c'est une remarque très personnelle parce que je suis peut-être le seul à le penser, mais j'étais étonné de voir autant de Hidden Versio. Je m'attendais plutôt à voir des Kira. Parce que sur le set précédent, pareil, il y avait beaucoup de Kira, notamment Wu qui avait gagné avec une je sais plus si c'était un régional ou un secteur qui avait gagné avec une Kira Datavolt. Et donc beaucoup de gens avaient commencé à la jouer également, et je m'attendais pas à avoir des Hidden Versio plutôt que Kira. Enfin voilà. C'est vrai que Kira, elle s'est vue prendre un peu la place par Kylo Ren et Mother Talzin aussi, qui avait l'air un peu plus performant dans ses couleurs, même si c'est pas tout à fait avec le vert que c'était performant a priori. Et du coup, Hidden Versio a pris un peu plus le pli d'être un peu comme Kira, mais en fait, je me régène plus que Kira, et il y avait un peu l'idée d'essayer d'aller encore plus loin que Kira dans la game, et représente vraiment le hard control de cette sélection. A été
un peu performante quand même. Hein. 3 qui passent au J3, C'est pas mal, hein, c'était plutôt une bonne performance. Après, ceci dit, il y en a quand même hein, des Kira qui sont passés. Il y en a un certain nombre qui sont passés au J3, si je me souviens bien. J'ai le chiffre quelque part, je crois. Ben, Non, 0. moins que 2, hein, du coup, en tout cas, déjà. Sinon, il serait dans ce non, tableau. Il y en a 2, il y en a 2. C'est la ligne juste après. Ouais, elle est juste en dessous d'Empereur Palpatine, en fait. Ok, d'accord. Mais en tout cas, on peut voir que les hard control, il y en a pas des masses. Hein. Non, il n'y en a pas des masses. Je peux comprendre aussi, hein, peut-être que les joueurs n'avaient pas envie de s'épuiser. Déjà que le week-end est d'office épuisant, mais en plus, si tu dois jouer hard control et faire que des parties qui vont au bout du timer, ça peut être un peu décourageant, quoi. Mais bon. Ouais, c'est un gameplay un peu particulier. Après, on peut aussi peut-être estimer que vu que c'était aux États-Unis, il y a probablement une proportion un peu plus importante de joueurs américains et la méta là-bas, elle s'oriente plutôt vers l'aggro que vers le contrôle comme on a plutôt en Europe. Donc c'est peut-être dû à ça en termes de présence, je sais pas. Mais a priori, il y a probablement que juste le contrôle fonctionne pas vraiment dans cette méta et que c'est d'ailleurs pour ça que Sabine Wren est passé autant, c'est que l'aggro, ça marche toujours. Et puis il n'y a pas que Sabine d'ailleurs, hein. Dark Vador ça a marché et puis on va le voir dans le top 8, l'aggro a un peu fonctionné quand même. Bah, je vais passer tout de suite du coup. Donc voici le top après le J3 du coup. Hein. Donc comme vous voyez, le grand gagnant c'est Béton avec Mother Talzin. Alors là je suis super content les gars parce que c'est le leader que je joue depuis le début du set. J'étais pas certain à 100% qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs decks, et en tout cas Béton l'a prouvé, et c'est pas la seule Mother Talzin qu'il y a dans le leaderboard. Alors dans le top 8 c'est la seule, mais quand même je suis quand même assez content de voir qu'il y avait moyen d'aller aussi haut avec. Je vous montrerai le deck juste après, il est un peu atypique par contre, je l'aurais pas joué totalement comme ça, mais visiblement ça a extrêmement bien marché pour lui, et j'imagine que c'est peut-être aussi un deck qui a été pensé en fonction de la méta des Galactics. J'ai un peu plus de mal à l'analyser que le Kylo Ren pour le coup, mais on verra ça en détail après. On a du coup en deuxième Lego Pizza avec son Kylo Ren Tarkin Town, et en quatrième je pense que c'est un de ses acolytes, hein, Cerberus, qui jouait le même deck, hein, il me semble. Je pense qu'il y a peut-être une petite différence dans le side, encore que je suis même pas certain, mais globalement ils jouaient le même deck avec la même stratégie tous les deux, et ça a extrêmement bien fonctionné pour eux. On a Wu qui est en troisième position. On n'est pas étonné de le voir dans le top 3 avec son Quinlan. Oui, clairement. Ce gars-là, il sera toujours dans les tops, à mon avis, des gros classements comme ça. Il est vraiment fort. Si je peux faire une petite remarque justement sur Wu, qui est un excellent joueur de Kira et qui a préféré venir avec Quinlan, même si c'est aussi un excellent joueur de Quinlan. Ça dénote bien que finalement, il avait évidemment, il arrivait un des meilleurs joueurs du monde et une des meilleures préparations du monde, tout comme l'équipe qui l'accompagnait avec les Kylo Ren Tarkinton. Il a dû repérer aussi que Kira n'était pas la bonne, le bon leader pour essayer d'aller au bout. Je pense que c'est pour ça qu'il y va avec Quinlan, tu vois. Ouais, clairement. Et c'est pour ça probablement qu'on voit pas plus de Kira que ça, c'est que c'était finalement pas le bon leader pour performer. Ouais, ça s'explique notamment, on le disait avant, par Tarkin Town, qui est quand même un sacré avantage quand t'as autant de Han Solo. Et il a eu raison, quoi. Il a eu complètement raison. On savait qu'il y aurait beaucoup de Han Solo, mais autant, c'est quand même impressionnant. On a quand même 2 Han Solo dans le top 8, qui sont pas les plus haut classés, mais ils sont quand même dans le top 8. Donc ça, il faut le dire. Et un autre Han Solo, mais pas le même. Celui-là, par contre, personne s'y attendait. Je pense que, même, à mon avis, même le joueur lui-même ne s'attendait pas à aller aussi loin avec le Han Solo du 7-4. Ouais, tellement que c'est celui qui a été annoncé en dernier quand il a été annoncé. Quand le top 8 a été annoncé, c'était le dernier joueur et il a sauté de joie. Il était hyper content et hyper surpris en même temps d'être là. Enfin, surpris. Bon, quand t'es en 9-0-3, tu peux aussi espérer des choses. Bien sûr, mais en tout cas, voilà, il était un petit peu surpris, mais très heureux d'être là. Et il n'a pas démérité, vraiment. On a vu des games de sa part et c'est vrai que c'était assez intéressant. Pour moi, ça s'explique par 3 choses. Parce que, déjà, du fait que c'est un très bon joueur, parce que tu n'arrives pas jusque-là si tu n'es pas un très bon joueur, ça c'est sûr. Par Tarkin Town, on en a parlé. Donc, tous les Han Solo, ça va l'aider. Et contre plein d'autres trucs, en vrai, un Tarkin Town, ça reste super fort. Et le fait que la méta est tellement revenue sur le terrestre, j'en avais parlé pendant le live,
que selon moi les decks ultra aggro dans le spatial peuvent réussir à tirer leur épingle du jeu, et il y en a effectivement 2 qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est celui-là et le Dark Vador Yellow qu'on connaît très bien, par contre celui-là qui est en top 8 juste ici. Ouais, t'as tout à fait raison. Donc je pense qu'il a réussi à passer dans les mailles du filet comme ça, tout en étant un excellent pilote. Mais voilà, personne n'aurait misé là-dessus, et il n'y a pas de Han Solo du 7-1 qui était la terreur de tout le monde pendant longtemps, et là on ne le voit pas du tout. C'est vrai que quand tu bascules sur le côté terrestre, enfin clairement la méta elle est quand même terrestre, et c'est pour ça d'ailleurs que Vador, Jaune et Han Solo, JTL, Tarkington performaient quand même, hein, ils ont réussi à se frayer un chemin. En face, quand tu te mets à avoir Han Solo du 7-1 qui n'a pas vraiment les armes de tous ceux qui utilisent le jeton force, et ben tu te retrouves quand même un petit peu en difficulté. D'ailleurs, ça a été un peu la difficulté de Cad Bane, même si avec Tarkington il avait un avantage contre Han Solo, on le voit pas du tout dans ce top. Enfin, regarde, il est pas dans le top 12, Cad Bane est au il tombe 15. Voilà, 15e, 16e. Ça reste évidemment, ça restait un bon deck et bien piloté. D'ailleurs, il fait 15e ou 16e, ce qui est pas négligeable. Hein. Bien sûr. Mais les leaders plus forts, au final, sont effectivement au-dessus, quoi. Ouais. Là, franchement, on le rappelle, hein, ici, ce que vous avez en face de vous, c'est les meilleurs joueurs du monde. Hein. Donc, être 15e parmi les meilleurs joueurs du monde, c'est déjà super. C'est vraiment très très bien. Déjà. On aimerait tous être à la place. Donc, et il y a, je voulais dire, 2 Kylo Tarkington qui font, je pense, partie de la même équipe à nouveau, qui sont aux portes du top 8, juste ici en 9e et 11e place. Donc ça montre à quel point ce deck a été surprenant et a réussi à se frayer un chemin jusque-là, mais je suis pas certain que ça va perdurer. Maintenant qu'on connaît tous le deck, on verra, hein, je me trompe peut-être, mais je suis pas certain. Oui, et puis c'est le fruit d'une grosse recherche, d'une équipe qui s'est bien concentrée sur la méta au Galactique. On pense que ça va être ça, comment on fait pour passer au travers. Et il est né Kylo Ren Tarkington par rapport à la méta du Galactique. Encore une fois, c'est vraiment important de le préciser. À mon avis, vous prenez cette liste-là et vous allez à un Showdown. C'est pas dit du tout que vous soyez dans le top 8. Hein. Un Showdown ou un PQ, voilà. Ça reste un excellent deck. Je pense que ça fonctionne bien, mais piloté par les meilleurs joueurs du monde et dans un cadre très particulier. C'est ça. Donc forcément, c'est pour ça que ça donne autant de performances. Et l'effet de surprise comptait énormément. D'ailleurs, potentiellement... Enfin, il est possible qu'ils auraient été encore plus performants si on n'avait pas eu un leak au début du jour 1 des listes, parce que forcément, les joueurs ont pu pas forcément... Ils pouvaient pas changer leur deck, donc d'ailleurs, c'est probablement pour ça que Kylo Ren est resté performant, mais Tarkington, je veux dire, mais au moins, les joueurs ont pu... être moins surpris. Ah, tu joues Kylo Ren Tarkington? Ouais, je le savais. Pas... Ouais, c'est ça. Ouais. What the fuck, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Voilà. Et donc, ils ont pu voir les listes et tout avant. Ce qui va changer grand chose, hein, ce qui va changer énormément de choses justement contre les Kylo Ren Tarkington, mais tous les Kylo Ren hein, de manière générale, mais surtout celui-là, c'est cette carte-ci dont on vous parlait tout à l'heure. Et comme vous le voyez, je suis en train de vous le montrer. Wu l'a mis dans son side parce qu'il fait partie de la même équipe, si je ne dis pas de bêtises, et donc il était au courant que Kylo Ren Tarkington allait probablement être haut classé, et donc il a mis 2 fois, ici vous pouvez le voir, le parlementaire dans son sideboard. Ça, tant qu'on aura du Kylo Ren dans nos tournois, il faudra le jouer dans le sideboard, les amis, parce que ça casse complètement sa stratégie. C'est vraiment une carte qui est extrêmement médiocre à la base, mais dans ce cas précis, c'est super fort, quoi. D'ailleurs, tu peux peut-être nous toucher 2 mots vite fait sur la stratégie du Kylo Ren sans entrer trop dans les détails, mais allez, plutôt voir la vidéo de Filmovie pour ça, mais juste rapidos. Non, mais je pouvais faire un résumé des grandes lignes. En tout cas, des grandes lignes que j'ai analysées, encore une fois. Hein. Oubliez pas, moi, j'ai même pas fait top 8 en PQ, donc je suis pas un grand joueur ni un grand analyste, mais j'ai tenté ma petite analyse. Ce qu'on voit, c'est que Kylo Ren, déjà de base, il met une épée de Damoclès au-dessous de notre tête. La game, elle peut se finir si jamais il a le létal dans sa discard. Tu sais que le tour suivant, l'action suivante, ça peut être terminé. Donc déjà, t'as quand même cette pression temporelle d'essayer de gagner la game avant que lui ne puisse le faire. Sauf que il a tellement d'outils pour organiser, pour gagner le board, avec Power of the Dark Side, avec Anakin, et avec Force Throw et Force Lightning aussi. Il va pouvoir, du coup, agir énormément sur le board. Et Kylo Ren a cette grande force, et je pense que c'est vraiment pour ça que ça a été très performant en Tarkington particulièrement, parce qu'il y a des petites combos aussi, mais tout simplement parce qu'il valorise énormément les améliorations.
les améliorations qui peuvent être un peu considérées comme du all-in, tu mets Gunji, tu mets Generous Blade, bah, si l'autre a Power of the Dark Side, t'as perdu 2 cartes. Et lui, on a utilisé qu'une seule. Donc, vous voyez, déjà, rien que ça rend l'amélioration, et on le sait, un peu compliqué à jouer et un peu risqué. Kylo Ren, lui, il donne plusieurs vies à nos améliorations. Déjà, tu l'as dans la main, même si t'as pas d'unité sur le board, ça reste une carte que tu peux piocher. Donc, tu vas cycler ton deck. Tu vas potentiellement avoir une chance de piocher la bonne carte pour réagir à une situation donnée. Ensuite, tu peux quand même mettre tes améliorations sur tes unités parce que ça va les renforcer. Et quand bien même ton adversaire réussit à remove ton unité, à la bounce, à la tuer, etc., ton amélioration, elle n'est pas morte, elle est dans ta discard et Kylo Ren va lui donner une seconde vie au moment du déploiement. C'est ça, ouais. Enfin, c'est juste une valeur monumentale à des cartes qui n'en avaient pas tant ou qui étaient un peu risquées. Et à mon avis, dans les Galactiques, ça a été vraiment un game changer. Il a la chance en plus d'être villainy, donc il a profité de Force Lightning. On parle beaucoup de Force Throw comme étant une carte qui a été trop forte. Elle est présente dans tous les decks Force, évidemment. Mais mine de rien, Force Lightning a énormément contribué à la réussite des decks Infamy. Ouais, bien sûr. Parce que c'est un Force Throw, mais du coup, qui est réservé aux Infamy et qui peut être hyper game changer. Et on l'a vu, Force Throw n'a pas été tant que ça, n'a pas été si game changer que ça pendant les Galactiques, alors que Force Lightning a été utilisé à des moments, revoyez les games du top 8, c'était fabuleux. Et Force Lightning a eu beaucoup plus d'impact. Ouais, grâce à son annulation d'effets de cartes, en fait, vous pouvez annuler entièrement les effets de n'importe quelle unité. Et ça, c'est super fort dans plein de situations. Même sans utiliser Force Lightning pour faire des dégâts à l'unité adverse, tu peux juste cancel ces effets et ça peut parfois complètement plier la game juste en faisant ça. Soit en se débarrassant d'une sentinelle qui t'embête, soit en empêchant l'adversaire de ramper, en lui tuant son Escos ou son technicien de super laser qui ne peut plus servir de rampe. Enfin, il y a plein de manières de l'utiliser et c'est une carte exceptionnelle, quoi. Ouais, elle est très versatile et c'est très cool. Et juste pour finir, il y a 2 combos qui sont hyper importants. On a cité un tout à l'heure, c'était avec Amiral Moti. En fait, avec le Holocron Seed qui coûte que 1, tu vas pouvoir en mettre sous ton Kylo Ren assez facilement, quand ils sont dans ta discard, évidemment. Mais en attaquant, tu vas faire 2 dégâts à une unité sur ton board, peu importe laquelle, même toi-même d'ailleurs, si t'as pas d'autres unités, mais tu peux aussi le faire sur Amiral Moti. Faire ton attaque et ensuite tu fais le When Defeated et ça redresse ton Kylo Ren. Et donc on a vu d'ailleurs dans une des games un Kylo Ren qui sort, qui fait 12 de dégâts à la base et qui est ensuite redressé, qui va remettre 12. Et bah 12 plus 12 ça fait 24 et il y avait déjà 2 de dégâts sur la base de l'adversaire. Spoiler, c'est pas loin de la victoire. Hein. C'est très proche de la victoire. Donc il a failli arracher la game comme ça alors qu'il y avait que 2 de dégâts sur la base à la base. Voilà. Globalement, la strat, si je comprends bien, c'est d'essayer de gérer un peu le board adverse jusqu'à la sortie de Kylo. Et puis, tu sors Kylo, et là, tu frappes comme un énorme buff en essayant de tuer la base, soit en un seul coup, soit tu sais que le tour suivant sera fini, quoi. Ouais, exactement. Alors, il y a cette technique-là. Il y a aussi l'idée d'aller juste mettre des dégâts base. Tu peux être aussi un peu agressif, justement, en jouant des améliorations sur tes unités et aller mettre des dégâts base, pas forcément gérer le board, ou en tout cas, si tu arrives à gérer le board mais en gardant des unités, tu vas finir par mettre des dégâts sur la base aussi, parce qu'à un moment donné, t'as plus besoin de 2 actions avec Kylo Ren pour finir. Surtout avec beaucoup de bases qui sont plus à 30 HP, mais à 28, voire 25, bah Kylo Ren, quand il sort, même pour 7 ressources, imaginons que tu lui mets les 3 Holocron Seed, plus un snapshot réflexe qui lui permet d'attaquer en étant déployé, bah rien que ça, et ça coûte 5 ressources, là ce que je viens de dire, 6 ressources, pardon, c'est 3 pour le concite, 3 pour snapshot réflexe qui est hors affinité. Donc pour ton déploiement à 7 ressources, tu vas mettre 5 de Kylo Ren, plus 6 du snapshot réflexe, 7, 8, 9 du Holocron Seed, plus 6 si tu t'infliges 6 de dégâts. 15 dégâts en tout. Donc t'es à 15 en une action. Juste parce que ton leader se déploie. Juste au moment du déploiement du leader, et l'adversaire ne peut rien y faire. Ouais, c'est ça. Déploie, tu attaques. Et c'est monstrueux parce qu'il suffit que tu aies mis 10 de dégâts sur la base de l'adversaire, s'il a Tarkinton ou s'il a ECL, t'as gagné. Et 10, c'est pas grand chose. 10, tu peux y aller assez pendant la game, normalement, ça peut se faire, quoi. Donc c'est pour ça
ça, je vous parlais de l'épée de Damoclès, c'est monstrueux. Un autre détail, et vraiment, c'est juste parce que c'est, je pense, un des meilleurs tours 1 et qui a changé énormément de choses dans les games et qui a donné énormément de valeur à Caluren Tarkington, c'est Mix Mayfield. Ouais. Mix Mayfield, Ouais, pour 1, tu sais que tu vas faire 2 dégâts à l'unité adverse. Si elle n'est pas shieldée, tu peux Tarkington et du coup, tu as gagné le tour 1 déjà. Tu as gagné le board dès le tour 1 et probablement que tu as gagné la game grâce à ça, quoi. Donc pour rappel, Mix Mayfield, son effet se déclenche dès que quelqu'un défausse une carte, que ce soit vous ou votre adversaire. Et vu que l'effet de Kylo vous permet de vous défausser de vos améliorations pour repiocher derrière, ben ça déclenche systématiquement l'effet de Mix Mayfield qui peut faire 2 dégâts soit à une unité, soit à la base. Et à ce moment-là, Tarkington devient super intéressant au tour 1 parce que vous pouvez un peu à la Queenlan pinguer, puis gérer la première unité de l'adversaire. Et là, c'est bon, le board est déjà à vous. Donc, ouais. Et même pire que Queenlan, même plus efficace que Queenlan, parce que Queenlan, t'es obligé de mettre la même valeur que l'autre en coup d'unité. Mix Mayfield ne regarde même pas ça. Ouais. Donc ici, l'adversaire n'a pas le choix, il va se le prendre, quoi. Ouais. Si l'adversaire, c'est Han Solo bleu, il pose gros goût, tu t'en fous. Tu mets Mix Mayfield, tu discardes, tu fais 2, tu Tarkington, gros goût, ça dégage. Queenlan, il est pas capable de faire ça. Ouais, c'est ça, complètement. Et on va revenir sur le deck top 1, du coup, avec Mother Talzin. Mon petit deck de cœur, mais ici un peu différent de celui que je joue, comme je vous le disais. Celui-ci est beaucoup plus atypique, mais a été extrêmement bien réfléchi, je pense, par rapport à la méta qu'il risque de rencontrer. On le voit notamment avec les Purge Troopers, qui sont des unités qui vont faire des dégâts aux unités... Est-ce que c'est Jedi ou Force? Je ne sais plus. C'est Force, hein, ouais. Dès qu'il arrive. Ce qui va être très efficace, notamment pour Han Solo 2, parce que Han Solo 2 va sortir des Jedi déjà blessés de par son effet, enfin des unités force pardon déjà blessées de par son effet, et donc vous allez pouvoir directement les achever potentiellement, ou en tout cas bien les amocher ou faire sauter leur bouclier s'ils en ont, enfin bref. Et on voit que c'est une version ultra aggro du deck, donc moi je joue une version un petit peu plus contrôle. Vous le verrez bientôt dans un duel qu'on va faire justement avec Phil Movie. Il aura l'occasion de le voir, on va le tourner juste après, je vous le dis déjà, et vous verrez la vidéo sur la chaîne très bientôt. Mais ici vraiment c'est une version super agressive avec Arm to Teeth, avec du Hotshot Blaster qui va être joué même hors affinité, parce que pour rappel, un Hotshot Blaster lorsqu'il est dans le contrebande, il est considéré comme une carte jaune. Ici c'est pas grave, on va quand même l'utiliser si on a besoin de faire 2 petits dégâts supplémentaires à la base. On va pas se prier, on va quand même l'utiliser. Donc voilà, et beaucoup de solutions, comme vous le voyez dans le sideboard, qui est là principalement contre les decks contrôle et éventuellement aussi contre les decks défausse, avec du Ki-Adi-Mundi qui est joué hors affinité pour pouvoir piocher des cartes. Donc évidemment, le joueur savait qu'il allait rencontrer énormément de force throw et potentiellement des pillages, donc il a prévu ça au cas où. Par contre, le reste de la liste est assez classique, c'est juste l'aspect très aggro qui est un peu perturbant. J'en avais pas vu beaucoup des comme ça. Notamment avec oui, j'ai oublié de le dire, le fils, qui lui, une fois qu'il est sur le terrain, si vous avez la force, toutes vos unités tapent à +2. Donc il a mis un peu le fils comme potentiel finisher. Si il arrive déjà à avoir énormément d'unités sur son board, il suffit de mettre le fils sur le terrain. Et si votre adversaire n'arrive pas à le gérer, toutes vos unités vont taper à +2 et vont pouvoir finir la game. Donc voilà, globalement, ce que je pouvais dire dessus. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Moi, j'ai une petite interrogation. Ouais, j'ai une petite interrogation parce que, pour le coup, Purge Trooper, il l'a intégré, mais je crois qu'il a quasiment pas joué du Galactique. Ok, d'accord. Honnêtement, ouais, au final, je crois qu'il nous dira même après que Purge Trooper, c'était une de ses moins bonnes cartes de son deck. Ouais, ça m'étonne pas tant, finalement. Comme quoi, ils ont le regard déjà sur leur deck en disant que des fois, c'est pas trop optimisé, mais même avec un deck... ouais, c'est bon, j'ai réussi à le dire, pas optimisé, il arrive à gagner les championnats galactiques. Bon. Ouais. Et par contre, je suis un peu étonné de Arm to the Teeth, que je n'ai pas vu jouer non plus d'ailleurs, mais je sais pas, j'ai pas vu toutes ces parties, mais je sais pas trop pourquoi ça rentre dans la liste, je t'avoue. Ça m'étonne un petit peu. Voilà, Arm to the Teeth. Je pense qu'il a fait ça parce que son deck a l'air de vouloir swarmer un maximum grâce au directeur Krennic, qui permet donc de jouer les unités qui ont un effet une fois éliminé pour 1 de moins, et on voit qu'il a beaucoup de petites unités avec un effet une fois éliminé, et donc je pense que sa stratégie était de mettre beaucoup de petites unités en début de game jusqu'au moment où Mother Talzin sort, et à ce moment-là mettre un Arm to the Teeth sur une petite unité shieldée, ça me semble pas déconnant pour pousser un maximum de dégâts sur la base. À mon avis c'est ça sa strat. Maintenant c'est vrai que je me sens pas l'avoir vu le jouer non plus. Ah ouais. Mais probablement qu'il n'a pas eu le tempo ou l'occasion de le faire. Ouais. Voilà,
J'étais Ça se donnait étonné un peu. notamment de ne pas avoir de Ruthless Raider dans son deck. Notamment, Oui, aussi. avec Directeur Krennic, c'est super fort, et là, il l'a pas mis. Donc, ouais, j'ai du mal à analyser ce deck. J'ai l'impression qu'il est... attention, ce que je veux dire va sembler hyper prétentieux, mais c'est pas du tout le cas. Mais vu comme ça, j'ai l'impression qu'il est pas optimisé. Mais visiblement, pourtant, c'est le cas parce qu'il a quand même réussi à gagner le Galactix avec. Non, mais il je le dit n'arrive pas à le lui-même. comprendre. Il quoi. l'a dit lui-même après. Il a dit lui-même Ok. après en interview que voilà, c'était pas le deck le plus opti. Notamment, il a parlé du Purge Trooper Ouais. qui était pas le plus opti. Mais Mais du coup, ça montre à quel point le enfin, c'est joueur quand est même pas mal. exceptionnel, quoi. Vas-y. Parce que malgré le fait que lui-même dise que son deck est pas optimisé, il a réussi à finir top 1 et être élu le meilleur joueur du monde. D'ailleurs, on va mettre sa petite photo, tiens. Hop, si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc voilà. Donc c'est Betton, son nom. Je sais pas comment le prononcer exactement, je crois que tu sais pas non plus. Mais c'est Non, pas on va dire grave. béton. Hein. Non, On va dire enfin, en béton. France, en tout cas, on va dire béton. C'est un joueur polonais, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pas un Américain qui a gagné. Donc petite fierté, on a quand même un Européen qui gagne. Et voilà. Avec Voilà. cette gigantesque coupe incroyable. Oui, Non, énorme. désolé, mais les Galactic Championship, désolé, mais ils ont fait une coupe. C'est ridicule. C'est un presse-papier, c'est tout, quoi. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu petite. Bon, j'aimerais bien Alors, l'avoir elle est quand un même dans peu mon jolie. salon, je t'avoue. Non, mais mais bien sûr, ouais. mais bon, effectivement. Non, mais elle est jolie, mais elle est un peu petite, quoi. Ouais. Enfin voilà, je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter, Phil Movie. Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Effectivement, ce Hanzolo JTL qui a créé la surprise aussi en se hissant comme ça dans le top 8. Mais sinon, ce qui va vraiment marquer ces Galactiques, c'est la présence de ce Kylo Ren Tarkington. Ils ont vraiment réussi leur coup là de venir avec un deck build pour gagner. Et sinon, finalement, le résultat est aussi un petit peu attendu. On a un Anakin bleu qui est aussi très très proche du top 8. On a Han Solo qui reste présent dans le top 8. Quinlan Vos qui pouvait aussi arriver jusqu'au bout. Mother Talzin qui finit par gagner. On avait estimé que Talzin pouvait aussi être un leader qui gagne. Donc, globalement, ce qu'on a pensé de la méta était plutôt juste. Ce qu'on pensait avant, ce que l'ensemble de la communauté pensait avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Kylo Ren Tarkington a si bien fonctionné. Ouais. Voilà un peu ce qu'on peut en dire. On vous rappelle que prendre la liste de ce Mother Talzin là particulièrement, celui qui a gagné les Galactiques, n'est pas forcément la bonne idée. Bien sûr que son deck a été fort, sinon il pouvait pas aller jusque là. Mais voilà, Anto ne jouera pas cette version là et je pense qu'il a raison. Merci, ça me fait plaisir. Non, mais même, et pareil pour le Kylo, c'est pas simplement en reprenant la liste que vous allez gagner tous vos tournois, ça demande énormément de préparation, et tous les gens que vous voyez sur le leaderboard, et je peux descendre encore très très bas, tous les gens que vous voyez là, c'est que des personnes qui ont énormément tryhard, qui ont énormément étudié la méta, et on peut d'ailleurs citer, on l'a pas fait, c'est vrai, mais nos petits amis français qui sont quand même assez haut classés. Notre numéro 1 français quand même, Yukuno Junior, voilà, on peut le dire maintenant. Ouais, tout à fait. Donc, il finit 17ème avec son Quillan, donc vraiment bravo à lui parce que 17ème sur un tournoi pareil, c'est vraiment pas donné à tout le monde. On a Sortanos ici aussi avec sa Sabine, 25ème. Sortanos qui arrive du jour 1. Lui, il avait pas sa qualification J2. Oui, c'est il ça. a traversé le jour 1, il a explosé le jour 1, il a explosé le jour 2. Un monstre aussi. Et il était vraiment pas... Ouais, il était à pas grand-chose d'être la meilleure Sabine. Malheureusement, il y en a un petit qui l'a battu, et encore, ils ont les mêmes résultats. C'est juste c'est juste le mêlé qui a décidé de le mettre devant par rapport à la résistance, mais voilà, vraiment pas loin. On a aussi, tant qu'on y est, l'ami Fei, probablement des meilleurs joueurs Anakin du monde, si pas le meilleur dans mon cœur en tout cas, qui est... Il y en a un qui est top 10 quand même, donc on va peut-être lui attribuer la place du meilleur joueur au top 10. Pour moi c'est Fei. Moi je militerai toujours pour que ce soit Fei. Oui, d'ailleurs t'es en train de me faire remarquer que le top 10 ne joue pas une basse force. Mais bref, on est en train de repartir hein, les gars. Mais il joue pas une basse force, ça c'est vraiment surprenant. Ouais, c'est vrai. Bah, visiblement, il a eu raison. On a tellement de choses qu'on pourrait dire parce que le top 64 présente énormément de surprises. Moi, ce que j'en vois, c'est que c'est toi qui auras la conclusion, t'es là-bas. Mais le fait est que pour gagner les Galactiques, il fallait se préparer comme un monstre, voire se préparer en équipe comme des monstres. Et d'ailleurs, Béton fait partie d'une équipe, et les Kylo Ren Tarkington aussi. Et bien anticiper les Galactiques, bien anticiper la méta du Galactique, et du coup, intégrer à des listes que l'on pouvait connaître déjà,
des petites techniques, des petites stratégies, des petites cartes par-ci par-là, mine de rien, qui devaient créer la surprise et répondre à des situations données. Notamment, par exemple, Wook a déjà mis le parlementaire lésé dans son side. Alors lui, pour le coup, il a dû certainement participer à la création de Kylo Ren Tarkington. Oui. Il s'en doutait probablement un peu. C'est presque de la triche à ce stade. J'exagère le terme, évidemment. Non, mais c'est vrai que je crois que ça doit être le seul qui a mis cette carte-là dans son side. En tout cas, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il faut penser à s'approprier les listes et faire les petits changements qui nous vont à nous. Et c'est ça qui va vous permettre d'être plus performant plutôt que prendre copier-coller. Je prends la liste et puis après je vais essayer ça en PQ. Voilà, ça va être ça. Forcément, vous allez avoir du mal à performer en faisant ça. Oui, parce qu'on a tous notre manière de jouer, hein. Ça c'est inévitable, et il n'y a pas une bonne manière de jouer au jeu. Alors je vais y arriver, il y a évidemment des joueurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, qui connaissent mieux le jeu, qui le maîtrisent un peu mieux, mais c'est pas pour autant que leur méthode est forcément la meilleure. Donc n'hésitez pas évidemment à adapter selon votre manière de jouer, c'est toujours important. Bon, écoute, je crois qu'on va clôturer là. On a parlé énormément. Mais c'était super intéressant et je suis super content d'avoir fait cette vidéo avec toi. Ouais, désolé, merci. Je parle beaucoup. Mais non, pas du tout. On était là pour ça. C'était un grand plaisir, merci. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, et c'est pas fini parce qu'on va se faire un petit duel maintenant entre nous. Vous verrez sur la chaîne la semaine prochaine, les amis, si tout va bien. Écoute, je vais faire le tout petit instant promo, si tu me permets, en rappelant que vous avez un code de réduction MaxiRêve dans la description de cette vidéo qui vous permet d'avoir une petite réduction supplémentaire sur leur site web, donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est toujours un chouette partenariat qu'on a avec eux, donc on les remercie vraiment beaucoup. Et Filmovie, je te souhaite le meilleur en tout cas pour ta chaîne. Je te souhaite même pas de gagner pour le duel juste après, je vais tout faire pour te battre et représenter les cartes sur table. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Filmovie, son contenu est vraiment très cool et il live tous les jours, hein, c'est ça que tu disais, tous les jours sur le jeu. Je live tous les jours, ouais. Du lundi au vendredi de 10h à midi. Ouais. Ok, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas occupé le matin, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment toujours intéressant. Allez, à bientôt. Ça fait plaisir, à bientôt. Salut.